Et maintenant, je laisse sans plus tarder, si vous en êtes d'accord, monsieur le directeur, à monsieur Lévi-Stone pour une intervention, donc, monsieur Saunier, de 10 minutes, un quart d'heure. Bon, il va falloir... Vous avez un immense sujet et un temps très resserré. Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les députés. Avant toute chose, je vais vous dire à quel point je suis honoré d'avoir l'occasion d'échanger avec vous au sujet de l'Asie centrale, une région complexe souvent, mystérieuse parfois, mais qui mérite définitivement qu'on s'y intéresse, et singulièrement par les temps qui courent. Alors, j'avais prévu de faire une petite présentation de l'Asie centrale, mais je vois que Monsieur le Président m'a précédé à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être partir... C'est un très bon secrétariat. Je confirme. Donc je vais plutôt partir sur l'autre. J'ai plutôt maintenant une intervention en 2 points, si vous en êtes d'accord. Le premier point, c'est sur la situation politique de l'Asie centrale. À mon sens, on observe depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, une triple évolution politique de ces pays d'Asie centrale. Une évolution réformatrice, une évolution autoritaire, une évolution dynastique. Alors, le cours réformateur concerne à l'évidence le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui sont les 2 puissances phares de l'Asie centrale, 2 pays qui s'efforcent de tourner la page de pouvoir long, personnel, autoritaire de Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan et d'Islam Karimov en Ouzbékistan. Les 2 pays ont annoncé des révisions constitutionnelles, le nouveau Kazakhstan, le nouvel Ouzbékistan. Pour ce qui concerne le nouveau Kazakhstan, il a déjà eu lieu. C'était dans le cadre d'un référendum constitutionnel en date du 5 juin 2022, qui a laissé apparaître une volonté de la part des autorités de mettre fin aux pratiques népotiques de la période précédente, une volonté aussi de renforcer la représentation la représentation politique au sein du Majlis, le Parlement kazakhstanais, ou encore de donner une plus grande autonomie aux gouverneurs de région, les hakims, dont les décisions aujourd'hui ne peuvent plus être annulées par le président de la République. Pour ce qui concerne le nouvel Ouzbékistan, la révision de la loi fondamentale ouzbékistanaise aurait dû intervenir dans le courant de l'année 2022 en Ouzbékistan. Elle a été reportée et elle devrait se tenir en mars prochain, je crois. On sait encore assez peu de choses de ce que va contenir ce texte. Il y a une mesure sur laquelle on peut raisonnablement parier, c'est la remise à zéro des compteurs au niveau des mandats présidentiels effectués par Shavkat Mirziyoyev, puisqu'en l'état actuel du droit ouzbékistanais, il n'est pas censé briguer un 3e mandat consécutif, et donc il est en train de préparer son maintien au pouvoir après 2026. Donc tendance réformatrice, tendance autoritaire au Kyrgyzstan, souvent présenté comme un îlot démocratique en Asie centrale, et qui, depuis la fin de l'année 2020, sous l'action du nationaliste Sadir Japarov, est en train de vivre une véritable représidentialisation de son régime. Japarov a fait passer des mesures comme la fin de la limitation d'un mandat présidentiel unique à 6 ans, à la possibilité de briguer 2 quinquennats consécutifs, la réduction d'un quart du nombre des députés au Parlement, le Jogorku Kenesh, ou encore l'irresponsabilité du président devant le Parlement. Et on observe en parallèle le Kyrgyzstan. Je laisse aux députés le soin de décrire ce qui se passe en France. Et en tout cas, ce qu'on observe en parallèle, en tout cas, qui est très inquiétant au Kyrgyzstan, c'est un musellement des libertés publiques et un resserrement autour de la presse. Des vagues d'arrestations se succèdent parmi les journalistes et tout récemment d'ailleurs au Kyrgyzstan, un pays dont je veux rappeler quand même qu'il a l'habitude depuis son indépendance en 91 de chasser ses dirigeants tous les 5 à 10 ans. Tendance autoritaire, tendance dynastique, les transitions dynastiques qui ont cours au Tadjikistan et au Turkménistan, les 2 régimes les plus répressifs de la région. Alors, le Tadjikistan est aux mains du président Emomali Rahmon depuis 1994. Ce monsieur est à l'évidence en train de préparer sa succession. Il a imposé son fils Roustam Emomali à la mairie de la capitale Dushanbe, qui est un poste très important. Il a imposé son fils à la tête du Sénat, qui en fait le numéro 2 du régime. Et voilà, à l'évidence, Roustam Emomali est destiné à être le prochain président de la République du Tadjikistan, ce qui finalement reviendrait à rééditer le schéma que l'on a vu en 2022 au Turkménistan, où le président depuis 2006, Gurbanguly Berdimuhamedov, a, contre toute attente, quelques semaines après la fin de la crise de janvier 2022 au Kazakhstan, annoncé qu'il quittait le pouvoir, et donc a provoqué la tenue d'une élection présidentielle anticipée qui a vu son fils Serdar lui succéder.
sans aucune surprise. Alors, il y a une petite subtilité dans le cas du Turkménistan, c'est que Gurbanguly Berdimuhamedov s'est maintenu à la tête du Sénat, une institution qu'il avait créée lui-même en 2020 par révision de la Constitution. Et ça prend tout son sens aujourd'hui parce qu'on a appris il y a quelques jours qu'une révision constitutionnelle était à l'œuvre à Ashgabad, qui a pour but en fait de purger la présidence de la République d'une partie de ses attributions au profit de ce Sénat, qui lui-même va se délester de ses attributions législatives au profit de la Chambre basse, le Mejlis. Donc 2 enseignements en tirer. 1, le Parlement au Turkménistan redevient monocaméral, et 2, Gurbanguly Berdimuhamedov est de retour aux affaires, ce qui n'est pas sans évoquer en fait la situation qui avait prévalu au Kazakhstan entre 2019 et 2022, où on avait une présidence bicéphale. Nursultan Nazarbayev, en père de la nation, faussement démissionnaire, qui en fait était resté à la tête du Conseil de sécurité et qui donc avait toutes les marges de manœuvre, et Kassim-Jomart Tokayev, son président, le président qu'il avait choisi pour lui succéder, qui ensuite a été élu dans les urnes, qui n'avait pas véritablement toutes les marges de manœuvre, en tout cas jusqu'au mois de janvier 2022, où là, il a totalement pris les rênes du pouvoir. Et si j'ai encore un peu de temps, ce qui a l'air d'être le cas, peut-être d'un mot sur les relations extérieures des républiques centra-asiatiques avec les puissances environnantes, ou dit autrement, quels enseignements majeurs on peut tirer à ce stade pour l'Asie centrale de la guerre en Ukraine. Pour moi, il y a 4 enseignements majeurs. Tout d'abord, une confirmation d'une tradition de neutralité sur le plan diplomatique de ces pays centra-asiatiques, en lien avec les crises qui sont survenues dans les pays issus de la région anciennement soviétique. En 2008, aucune république d'Asie centrale n'a reconnu les républiques autoproclamées d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud suite à la guerre russo-géorgienne. En 2014, aucune république d'Asie centrale n'a reconnu l'action russe de la Crimée et de Sébastopol. En 2022, aucune république d'Asie centrale n'a reconnu l'annexion russe des régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. Par ailleurs, aucune république d'Asie centrale ne s'est prononcée en faveur de la Russie, ni même en faveur de l'Ukraine d'ailleurs, dans le cadre des résolutions débattues au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le conflit russo-ukrainien. Deuxième élément de réflexion, c'est que la situation à laquelle on assiste porte un coup d'arrêt, à mon avis, assez sérieux au projet d'intégration de la Russie en Asie centrale. Je vise évidemment les 2 organisations régionales qui sont dominées par la Russie dans la région, à savoir l'Union économique eurasiatique, UEA, donc ce marché commun qui regroupe autour de la Russie l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Et je cible également l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, le pacte de défense qui regroupe autour de la Russie les mêmes pays, les mêmes partenaires, en plus du Tadjikistan. Et donc, quelques exemples factuels pour illustrer mon propos. Sur l'UEA, l'Ouzbékistan, qui s'est vu attribuer un statut d'État observateur fin 2020 et qui semblait promis à une adhésion au sein de cette organisation régionale, semble s'en détourner. J'en veux pour preuve que Shavkat Mirziyoyev a littéralement séché une réunion de l'UEA à Bichkek en décembre 2022. Pour ce qui concerne le Kazakhstan, il a fait valoir une hostilité de principe à l'édiction de contre-sanctions voulues par les présidents Poutine et Loukachenko, ciblant les économies occidentales au sein de l'Union économique eurasiatique. Et pour cause, le Kazakhstan a pour principal partenaire commercial l'Union européenne, le Kazakhstan a pour principaux investisseurs les Pays-Bas, la Suisse et les États-Unis. Les États-Unis en 2e et la Suisse en 3e. Pour ce qui concerne l'OTSC, le Tadjikistan, qui est donc membre aussi de cette organisation, s'est permis d'organiser un exercice militaire conjoint avec les États-Unis sur son territoire en août, auquel d'ailleurs ont participé tous les pays d'Asie centrale, à l'exception du Turkménistan. Et pour ce qui concerne peut-être un exemple avec le Kyrgyzstan, il était censé organiser un exercice militaire conjoint dans le cadre de l'OTSC sur son territoire en novembre, qu'il a tout simplement annulé au dernier moment, pour, à mon avis, faire payer à l'OTSC son immobilisme par rapport aux agressions subies par Bichkek venant du Tadjikistan en septembre, en lien avec un différend frontalier très vivace entre les 2 pays. Troisième élément, finalement, sous forme de question, est-ce que la Russie est en train de perdre son influence en Asie centrale? C'est une question sur laquelle on m'interroge régulièrement. On serait tenté de le croire dans la mesure où la Russie, aujourd'hui, fait figure de puissance agressive, notamment par rapport à ses déclarations sur le Kazakhstan, qui sont criantes de ressemblance avec ce qui a pu être dit sur l'Ukraine. Le Kazakhstan est un État artificiel, les terres du Nord sont peuplées de Russes, ont vocation à revenir à la Russie, il faut dénazifier ce pays, comme pour les pays baltes d'ailleurs, j'ai entendu ça.
La Russie est devenue un partenaire toxique en raison des sanctions qui ciblent son économie. Et d'un autre côté aussi, la Russie, étonnamment, est devenue un vecteur d'instabilité socio-économique en Asie centrale. La mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine le 21 septembre a provoqué un afflux massif de Russes, issus de classes moyennes, voire aisées, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan. Et cette main-d'œuvre bien formée a quand même, je pense, raréfié les perspectives d'emploi pour les populations locales et en plus a contribué à un phénomène inflationniste sur le prix des loyers. Donc c'est aussi facteur de tension au niveau, à l'échelon local. Pour autant, on pourra en rediscuter plus en détail dans le jeu de questions-réponses si vous voulez. Je ne veux pas empiéter sur l'intervention de M. Mondoloni. Je crois, quant à moi, qu'il faut être très prudent sur ce sujet de supposer perte d'influence russe en Asie centrale. La Russie dispose de leviers d'influence extrêmement forts vis-à-vis de ces pays, sur le plan énergétique, sur le plan sécuritaire, en lien avec l'Afghanistan, sur le plan migratoire et sur le plan politique. Donc je pense qu'il faut être très mesuré sur cette question-là. Et dernier élément que je voudrais livrer à votre réflexion, je pense que cette situation crée une fenêtre d'opportunité au profit des puissances rivales de la Russie en Asie centrale, tout simplement, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Très rapidement, la Chine a un intérêt sécuritaire fort qui ne date pas d'hier pour la région et qui est singulièrement concentré sur le Tadjikistan, qui est un avant-poste stratégique fragile de l'Asie centrale sur l'Afghanistan et dont la Chine redoute qu'il ne serve d'espace de transit pour les quelques 400-500 combattants ouïghours affiliés au parti islamique du Turkestan oriental qui sont aujourd'hui réfugiés dans le nord de l'Afghanistan, affiliés à Al-Qaïda et qui n'ont qu'une hâte, c'est de revenir au Xinjiang et y commettre des attentats. Donc la Chine est très vigilante, a implanté un avant-poste militaire à la frontière tadjiko-afghane au milieu des années 2010 et est en train d'en créer un deuxième. C'est émancipé depuis bien longtemps du cadre multilatéral et de l'Organisation de coopération Shanghai pour mener des exercices militaires conjoints sur une base bilatérale avec le Tadjikistan en matière de lutte antiterroriste, par exemple. Et la Chine cherche aussi à sécuriser ces nouvelles routes de la soie qui deviennent stratégiques dans le contexte de sanctions anti-russes. Pour ce qui concerne l'Iran, décidément, tous les chemins mènent au Tadjikistan. L'Iran confirme son rapprochement sécuritaire entrepris avec ce pays en 2021. En 2022, l'Iran a implanté une usine de drones Ababil 2, dont l'Ukraine d'ailleurs a fait savoir qu'elle en avait abattu certains exemplaires dans son espace aérien en octobre dernier. Donc une fois encore, pour aller alimenter ma réflexion de tout à l'heure sur les liens subsistants entre la Russie et l'Asie centrale, on en a possiblement là une illustration supplémentaire. Et je dirais que sur le plan économique, l'Iran est intéressant pour l'Asie centrale parce que c'est un pays qui peut faire office de hub de désenclavement vers le sud. C'est un pays qui est bordé par la mer Caspienne et qui a un accès au golfe arabo-persique, au golfe d'Oman, et que les deux ports du sud de l'Iran, Bandar Abbas et Chabahar, sont particulièrement ciblés par le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Et pour terminer, d'un mot sur la Turquie. C'est le pays pour lequel l'effet guerre en Ukraine est le plus notable à mon sens. Jusqu'au 24 février 2022, la Turquie misait surtout sur le soft power et les relations économiques, mais exaltait l'appartenance des pays d'Asie centrale, hormis le Tadjikistan qui est un pays persanophone, mais voilà, cette civilisation turcique au sens large pour les regrouper et les ramener dans son giron à travers cette organisation des États turciques. Depuis le 24 février, on voit une Turquie décomplexée, une Turquie qui montre les muscles, si vous me passez cette expression, et qui aujourd'hui conclut des accords de défense avec quasiment tous ces pays, leur livre des drones, et singulièrement des traités de partenariat stratégique conclus avec l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, et une annonce assez historique à mon sens, la Turquie qui a fait savoir qu'elle implanterait des drones, une usine de drones au Kazakhstan, là aussi comme signe d'un intérêt tout particulier accordé par Ankara à ce pays géant centra-asiatique des hydrocarbures et géant turcique. Je vous remercie pour votre attention. C'est moi qui vous remercie. C'était tout à fait passionnant, rapide et très synthétique. Monsieur le directeur, c'est à vous qu'échoit la parole.